Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de Plongée. Cette vidéo est une vidéo bonus qui va parler de la physiologie et plus particulièrement de la physiologie et des gaz dans le milieu de la plongée. Alors, vous allez avoir accès à une vidéo d'1 heure, mais le contenu complet dure presque 2 heures et en fait c'est le replay d'un live que nous avons fait avec la communauté sur Discord et avec notre ami médecin urgentiste médicaux. Dans la vidéo que vous allez voir, on va traiter notamment des effets de l'oxygène, on va aller vraiment dans les détails en parlant de radicaux libres notamment, et si vous voulez avoir le contenu complet, eh bien, le live dure plus de 2 heures et on abordera évidemment la narcose avec l'azote et aussi d'autres gaz et d'autres effets liés à la profondeur. Si vous voulez avoir accès à l'intégralité de cette vidéo, eh bien elle est d'ores et déjà accessible pour tous les contributeurs sur Tipeee dès 1 euro. Aujourd'hui on est 174, j'espère avec vous qu'on arrivera à dépasser les 200. Au-delà d'avoir accès à du contenu exclusif, sachez que en me soutenant sur Tipeee, vous permettez à cette chaîne de continuer de vivre et moi de dédier plus de temps à la production de vidéos. C'est très important et c'est vous qui faites la différence. Et au-delà de ça, en devenant contributeur Tipeee, vous allez aussi avoir accès à une communauté via Discord, c'est l'Argo Team. Et c'est un espace de discussion très sympathique où tout le monde est le bienvenu, où on échange, que l'on soit plongeur fédéral ou plongeur RSTC, et où certains s'organisent pour plonger, que ce soit en Suisse, en Bretagne ou même à Marseille ensemble. J'en ai d'ailleurs croisé deux durant une croisière à Hurghada il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Donc j'espère que cette vidéo sur les effets de l'oxygène dans notre corps vous intéressera, que ça vous donnera envie de nous rejoindre dans notre petite communauté, et on en profite aussi pour remercier Médico en commentaire parce que c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Donc merci à Médico, merci à vous de regarder cette vidéo et puis à bientôt sur Discord. Ce soir, on va parler ensemble des aspects physiologiques de la plongée et plus spécifiquement des gaz respiratoires. On va aller vraiment dans le détail. On en a parlé un petit peu avec Médico cette semaine. On va même au-delà, pour les plus curieux, de ce que vous allez apprendre si vous passez votre DE comme moi. Donc ça va être très dense, mais je pense très intéressant et on a essayé de le découper en différentes parties. Il y aura d'autres vidéos sur la physiologie en plongée. Là, on est sur les gaz respiratoires. J'espère que ça vous plaira autant que le précédent live qui a eu un très bon retour et qui, mine de rien, fait quand même son petit millier de vues en replay sur YouTube. Donc merci à vous. Maintenant, on va accueillir notre invité. Bonsoir Médico, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Alors tout le monde dans le chat te souhaite le bonsoir à ce que je vois. Oui, Argo, il aime bien faire des introductions. Tout à fait, surtout quand il oublie d'appuyer sur enregistrer. Mais là, quand tu parles, au moins, je peux m'assurer que ça bouge bien. Qu'est-ce que tu as pensé de ce cours avant qu'on l'aborde? Tu as voulu nous dire beaucoup de choses, n'est-ce pas, sur la physiologie? Alors, on a eu cette idée donc avec Argo il y a 3 semaines ou un mois, juste après le dernier live, qui était de... En fait, on a parlé de l'œdème pulmonaire d'immersion, c'est très intéressant, ça a apporté beaucoup d'informations, mais finalement, on n'a jamais parlé de ce qui est normal en plongée. On a commencé directement avec un problème qui est finalement... qui touche pas tout le monde, qui peut être très grave, certes, qu'il faut connaître, c'est sûr, mais avant de rentrer dans les problèmes, il fallait peut-être déjà parler de ce qui est normal et de ce qui va se passer chez tout le monde quand on s'immerge. Alors, je me suis lancé dans une présentation très dense. À juste titre, tu m'as retenu et tu m'as redirigé. Alors, on va pas perdre les informations qui étaient dans la première présentation. L'idée, c'est que plutôt que de faire un espèce de live impossible à suivre qui durerait à 2 heures, j'ai maintenant découpé les présentations en 4 parties. La première partie, donc, c'est la physiologie des gaz respiratoires. La deuxième partie, on aura la physiologie cardiovasculaire. Ensuite, on aura la physiologie respiratoire en plongée. Et puis, comme dernier point, la physiologie thermique. Alors, ils ne sont pas tous aussi longs, donc peut-être on pourra faire deux sujets en un live, mais en tout cas, on va découper ça en plusieurs lives différents.
Mais je pense que c'est une très bonne chose, que ça va nous permettre de pouvoir prendre le temps de répondre à tout le monde et de pas se retrouver avec une émission peut-être trop longue. Et j'ai vraiment été impressionné, vous allez le voir, hein, moi j'ai vraiment été impressionné par le niveau de détail dans lequel tu allais. Donc je peux vous garantir que nous allons apprendre des choses ce soir. Comme toujours, s'il y a des détails qui sont compliqués à comprendre, ça peut arriver, ça arrive au meilleur. Donc, mettez un message, Argo m'interrompra pour que je puisse revenir m'arrêter un tout petit peu et approfondir ou mieux expliquer. Tout à fait, et on prend notre temps, surtout n'hésitez pas. Et notre dernier invité, Alex Boff. Bonsoir Alex Boff. Merci à tous d'être là les amis, et on peut commencer tranquillement. Donc on commence par les gaz respiratoires, et voici le plan de la discussion de ce soir. Ok, donc les objectifs de la présentation. Les objectifs, c'est de comprendre la physiologie de base. Ça veut dire comprendre les conséquences de l'immersion sur le corps. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. On va parler de choses bénéfiques, donc identifier les bénéfices, mais aussi de choses risquées liées à l'immersion. Donc, on va parler de pathologie d'une certaine façon. Quand on a tendance à bien séparer physiologie et pathologie, physiologie étant ce qui est normal dans le corps humain, puis pathologie étant les maladies. Et là, on va avoir une petite confusion des deux sur certains sujets, puisque certaines pathologies, finalement, arrivent à tout le monde. Si on pense à la narcose, tout le monde va être narcosé à un moment donné. Certains sont plus sensibles que d'autres, mais c'est inévitable. Donc je l'ai quand même gardé dans la physiologie de la plongée. Par contre, si on va plutôt penser à l'œdème pulmonaire d'immersion, tout le monde n'est pas touché, donc on va clairement garder ça comme un thème de pathologie. Le but, donc, c'est aussi de pouvoir identifier les risques pour soi-même au travers des différents sujets qui touchent tout le monde, comme on disait. Et puis, donc, vulgariser ces sujets pour essayer d'adapter les connaissances à tous les niveaux et se concentrer sur les effets de l'immersion sans se perdre dans des pathologies spécifiques liées à la plongée. Évidemment, si vous avez des questions, on y répondra. Éventuellement, on bottera en touche jusqu'au prochain live plus précis, mais le but, c'est vraiment essayer de se concentrer sur ce qui va atteindre tout le monde obligatoirement quand on est immergé. Très bien. Et on va commencer par la physiologie de base. Et tu veux qu'on parle un peu de ce plan-là ou C'est les 3 gros sujets qu'on va aborder liés à la physiologie des gaz en plongée. Donc attention aux plongeurs tech, aux plongeurs CCR. On va rester dans du no déco. Alors ça concerne quand même tout le monde, mais le but c'est que la présentation soit vraiment accessible à tous. Donc il y a peut-être quelques notions qui seront moins précises. On peut toujours y répondre, mais voilà, c'est pour ça que peut-être elles ne seront pas développées entièrement dans les... Donc, allons-y sur l'oxygène. L'oxygène dans tous ses états. Je triche un tout petit peu, ce ne sont pas tous les états de l'oxygène qu'on peut trouver dans le corps humain. On commence directement un peu sec. Si on se souvient, l'oxygène, c'est un atome, pour ceux qui ont des bases de biologie qui restent encore depuis l'école. Et puis un atome, il a des électrons qui tournent autour de lui. C'est ces petits points-là qu'on peut voir dessinés. Et puis le fait de mettre en commun des paires d'électrons, ça c'est très important de comprendre, c'est des paires d'électrons, des groupes de 2, permet de lier les atomes entre eux et de créer des molécules particulières. On verra pourquoi après c'est important de bien voir cette notion de paire d'électrons. Dans ce qui va nous concerner dans la plongée, on a l'oxygène en lui-même, donc l'oxygène O2 qu'on respire. On peut le voir en haut à gauche avec les 2 atomes d'oxygène liés par 2 paires d'électrons. On a le gaz carbonique qu'on produit quand on respire, quand on consomme l'oxygène, juste au-dessus à droite. En bas à droite, on va avoir l'eau, H2O, donc un oxygène et 2 hydrogènes. Et puis en bas à gauche, on a l'oxyde nitrique, qui a une toute petite particularité, il s'écrit avec un point tout seul, parce qu'il n'est pas entièrement stable comme les autres, avec des paires d'électrons bien fixés, mais c'est normal. On verra après que c'est pas normal pour les autres, mais chez lui c'est normal. Et c'est comme ça qu'il est utilisé dans le corps humain. Il y a encore l'oxygène peut exister sous beaucoup de formes dans le corps humain. Voilà, ça c'est les formes principales qui nous concernent en plongée. Donc normalement on le trouve comme ça. Et on aime quand il est comme ça. Et on aime quand il est comme ça. Comment est utilisé l'oxygène? Donc l'oxygène, il va être utilisé avec du sucre, on le voit ici, dans la cellule humaine, la mitochondrie pour ceux qui en connaissent plus, mais restons au principe de la cellule humaine.
où il va être consommé pour produire de l'énergie, du gaz carbonique, du CO2 qu'on va recracher par la respiration. Et puis en bas, on peut voir apparaître un premier principe particulier, c'est le radical libre. On va aller plus loin dans ce que c'est un radical libre juste après, mais gardez en tête qu'un radical libre, c'est pas bon. Ça fait partie des petits bugs normaux dans la cellule, et puis dans la cellule, et puis normalement on n'en a pas plus de 2% produit par la consommation d'oxygène. Donc pas plus de 2% de l'oxygène consommé va produire des radicaux libres. Alors maintenant, il faut qu'on essaie de comprendre ce que c'est que ces radicaux libres. On parlait tout à l'heure des atomes et puis de leur paire d'électrons. Les électrons sur la dernière couche se circulent par paire. C'est ce qui rend l'atome stable et les liaisons stables entre elles. Puis si on regarde à gauche, on voit qu'il en manque un. Et ça va créer ce que l'on appelle un radical libre, en l'occurrence ici d'oxygène. Un radical libre, du coup, c'est un atome d'oxygène qui n'est pas complet. Il lui manque un truc, il lui manque une attache. Il lui manque une stabilité sur sa couche d'électrons. Pas forcément besoin d'aller plus dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est voilà, c'est un oxygène instable, produit par une respiration un petit peu inefficace. On a tous ça. Si vous pensez aux voitures, si je ne me trompe pas, on n'a que 30% de la combustion d'essence qui produit de l'énergie de façon efficace, le reste est dissipé en chaleur. Là, c'est un peu le même principe. Heureusement, c'est pas 70% de dissipé en mauvais, mais c'est seulement maximum 2% en temps normal. Et puis, cet oxygène, avec ce radical libre finalement d'oxygène, on peut voir déjà apparaître dans le titre le principe de radical libre d'oxygène, et puis en anglais Reactive Oxygen Species. Je l'ai exprès laissé en anglais parce que pour ceux qui lisent de la littérature en plongée médicale ou autre, souvent vous allez voir l'acronyme ROS pour Reactive Oxygen Species, mais c'est pour dire radical libre d'oxygène. Donc ce radical, il aime pas. Il est pas bien, il est instable, et il va essayer de s'accrocher à n'importe quoi. Voler des électrons, pour se stabiliser, finalement. Et donc, il va s'accrocher à tout ce qu'il trouve autour de lui. Est-ce que jusque-là, ça paraît clair? Ouais, pour moi c'est très clair. Pour moi c'est très clair. Et ça répond aussi à la question de qu'est-ce que c'était que le fameux ROS. Et ça, c'est quelque chose de naturel lorsque qu'on soit dans l'eau ou pas, finalement. On a Oui, toujours complètement. 2% de... Donc, notre corps est fait pour fonctionner comme ça. En l'occurrence, là, c'est quand on n'est pas dans l'eau, parce qu'on va voir que dans l'eau, il se passe d'autres Il se passe soucis. des choses. Au passage, si vous pouvez revoir le DEM, le ROS, enfin, les radicaux libres d'oxygène ont été mentionnés aussi. Donc là, ça permet aussi de compléter. Donc on peut passer à la seconde, enfin, la suite. Donc on a cet atome d'oxygène un petit peu qui va, je suppose, vouloir s'accrocher à plein de trucs. Alors, la suite, il n'y a pas besoin de retenir ça pour l'examen à la fin. Mais dites-vous, là, j'ai pris les exemples des différentes formes d'oxygène qui vont nous embêter dans le corps. Donc, si on regarde en haut à gauche, ça c'est l'oxygène normal. Il n'a rien d'anormal, c'est celui qu'on aime. Au milieu, on a l'anion superoxyde. De nouveau, retenez ça que pour le QCM à la fin. C'est donc une molécule d'oxygène. On voit il y a 2 oxygènes entre eux, normaux, mais en plus, on voit un petit point rouge sur le côté. Ben, c'est justement un radical libre qui ressemble à de l'oxygène, mais qui pourtant est instable. On a ensuite à sa droite, le peroxyde. Il a 2 atomes instables. Et puis, ben, on pourrait se dire, cool, ils peuvent se mettre ensemble, mais en réalité, ils ne se mettent pas ensemble parce qu'ils s'équilibrent entre les 2 atomes. Donc, on a juste encore plus d'instabilité. En bas, on a le peroxyde d'hydrogène, donc H2O2, que l'on connaît plus facilement sous le nom de eau oxygénée, qu'on utilise pour nettoyer les plaies. Et puis on l'utilise pour nettoyer les plaies parce que justement c'est une molécule très instable qui va du coup attaquer tous les tissus, y compris les bactéries. Donc on aime bien l'utiliser dans le soin des plaies. Ensuite, au milieu, le OH-. Enfin, on a 2 formes de radical avec hydrogène. On a le OH, que je dise pas de bêtises, ouais, le radical hydroxyle, on s'en fiche des noms. Enfin, les 2 en bas à droite sont finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les 2 pires pour le corps humain, ce sont les 2 les plus instables parce qu'ils ont 2 atomes totalement déstabilisés et qui vont attaquer tout ce qu'ils peuvent. Le superoxyde anion, celui du milieu et celui d'en haut à droite, font partie des pires, mais on les voit assez rarement, donc ils nous gênent. Voilà, comme ça on sait de quoi on parle, il n'y a rien besoin de retenir. En quoi est-ce que c'est un problème? Donc on a déjà dit, il s'accroche à tout et à n'importe quoi.
Alors, je vous ai mis un exemple sous forme de plongée sous-marine. Un radical libre, d'oxygène en l'occurrence, c'est comme un plongeur qui a perdu son binôme et qui panique. Il cherche du coup à s'accrocher à n'importe qui, parce qu'il cherche un binôme. Et puis en plongée, on a tous des binômes. Donc ce plongeur paniqué, il va causer des dégâts dans toute la palanquée, dans toutes les cellules du corps, parce qu'il s'accroche à n'importe quoi. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en plongée, on respire de l'oxygène hyperbare, même quand on est avec de l'air. Puisque l'air, on est à 21% à la surface, mais plus on va descendre, plus l'oxygène va être hyperbare. Et donc, on pourrait dire, plus il est concentré contre lui-même, il se frappe contre lui-même, plus il va entrer dans les cellules, et donc plus il va y avoir d'erreurs d'utilisation par les mitochondries, par les cellules, et donc plus on va avoir de radicaux libres. Donc la densité de l'oxygène augmente le pourcentage de ROS. Exactement, si tu veux, quand tu respires avec une PO2 de 1,4, disons le maximum normalement en plongée, c'est comme si tu respirais avec 140% d'oxygène à la surface. Puisque une PO2 à la surface, c'est 0,21. Donc Donc, on augmente la quantité de réaction et on augmente fortement la quantité d'erreurs dans le corps. Et donc ça, là, on est sur la palanquée, mais ça se traduit en l'occurrence dans le cours qu'on avait vu la dernière fois avec une agression des cellules au niveau des alvéoles pulmonaires, peut-être de la paroi des alvéoles. Exactement. Alors c'est ce qu'on voit donc dans le petit schéma en dessous. Une cellule, en temps normal, elle n'a pas de souci, moins de 2% de radicaux libres, c'est rien de grave. Et puis, quand une cellule a beaucoup de radicaux libres d'oxygène autour d'elle, elle se fait progressivement attaquer parce que ces atomes, ils vont attaquer n'importe quelle chose qui se trouve là. Alors un atome par rapport à une cellule, c'est tout petit, mais quand il y en a beaucoup, ça se met à attaquer toutes les structures de la cellule progressivement. Et puis, c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. Pour ceux qui mangent des antioxydants pour faire disparaître les rides ou éviter d'en avoir, c'est exactement ça que vous essayez d'éviter. Vous essayez de limiter la quantité d'erreurs du corps et le vieillissement du corps. Le stress oxydatif, lui, donc, dans le cadre de la plongée, une agression directe des cellules, des tissus, qui va provoquer une cicatrisation. Parce que quand on se blesse, on cicatrise. Eh bien, ce qu'il faut garder en tête, du coup, c'est que la cicatrisation, c'est ce qu'on va appeler sous forme chronique une fibrose. Parce qu'à force de cicatriser, d'essayer de réparer, le corps finalement il fait un tissu de mauvaise qualité. Les cicatrices qu'on a à la peau, elles ressemblent pas à de la peau, même si c'est la peau qui essaie de se refaire. En fait, ça ressemble jamais à de la peau. Ça ressemble à un truc plus dur, plus cartonneux, un peu plus cassant. C'est une forme de fibrose. Et là, on va retrouver la même chose, mais dans l'endroit où il y a beaucoup d'oxygène. L'endroit où il y a beaucoup d'oxygène en priorité en plongée, c'est le poumon. Parce que c'est... Tout ça me Est-ce que semble jusque-là... très clair, tu m'as pas perdu. Qu'en dit le chat? Donc une fibrose pulmonaire, non, c'est pas ouf. Une fibrose pulmonaire serait une accentuation de... Oui, tu vas avoir dans les tissus des alvéoles, tu vas avoir entre les alvéoles elles-mêmes, du coup tu vas avoir une épaississement du tissu entre l'alvéole et puis les vaisseaux qu'on avait vu la dernière fois, donc il y a un échange de gaz qui est moins efficace parce que finalement tu apportes une couche un peu plus solide entre les vaisseaux et les alvéoles, donc le CO2 du sang a plus de peine à sortir, l'oxygène a plus de peine à entrer, et puis en plus la fibrose va faire que le poumon devient plus solide. Donc tu as plus de peine à gonfler ton poumon puisque tu perds en volume vu qu'il se solidifie progressivement. Tu perds en volume et en élasticité. Salty Spice, ça fait 2 fois que tu fais ce même, mais en fait je le... La Question de... mitochondrie en biologie humaine, c'est la production d'énergie des cellules humaines. Et c'est là-dedans qu'est utilisé l'oxygène pour produire de l'énergie. Question de Arnaud, du coup, quand on a une irritation pulmonaire suite à l'utilisation d'O2, c'est ce qu'il se passe? Alors oui, il faut juste faire la distinction entre un éventuel œdème pulmonaire d'immersion et une irritation pulmonaire. L'œdème pulmonaire d'immersion va typiquement arriver en tout début de plongée, quand on s'immerge, quand on descend, quand on gagne en profondeur, à cause des variations de pression, comme on discutait la dernière fois, alors que la toxicité, donc l'irritation pulmonaire à cause de l'oxygène, va arriver plutôt après une longue décompression avec de l'oxygène, des nitrox 80, des oxygènes 100%, des choses comme ça. Mais oui, c'est effectivement ça qui se passe. Et Oui. donc, est-ce que les air breaks servent à quelque chose pour diminuer la fibrose? Alors, est-ce que tu pourrais définir air break parce que tout le monde ne sait pas? Alors, il faudra peut-être que Arnaud confirme si c'est bien ce qu'il entend, mais les air breaks, c'est quand on fait une pause d'oxygène sous l'eau pendant quelques minutes, on va se remettre à respirer de l'air avant de reprendre l'oxygène derrière. Alors, ma réponse va être très nuancée parce que le sujet est peu étudié. On suspecte, on suppose que oui, on a jusqu'à maintenant cru que oui,
Pour le moment, on reste là-dessus parce que c'est, euh, comment dire, c'est la norme la plus sécuritaire en plongée et en traitement hyperbare d'ailleurs également. Si vous regardez les traitements hyperbares, ils ont des phases oxygène-air, oxygène-air. Je peux vous le raconter parce que je l'ai eu. Euh, mais il faut savoir que, pour toi Arnaud, qui a tendance à chercher plus et être plus avancé d'un point de vue scientifique de plongée, il faut savoir que c'est un sujet qui est fortement débattu et qui est régulièrement remis en question sans qu'on arrive à trouver une réponse évidente. Donc pour le moment, on considère que oui, c'est ultra safe, ça augmente, disons, la sécurité de le faire. On n'est pas sûr que ce soit nécessaire, mais on sait que ça augmente la sécurité. Est-ce que c'est une sécurité nécessaire? C'est ça qu'on ne sait pas. Mais si ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer un lien d'un article que j'ai trouvé d'ailleurs aujourd'hui qui rentre un peu dans ces détails-là. Je vais aussi lire la question de Loïs. Est-ce qu'il y a un niveau maximum supporté par le corps de radicaux libres? Et si oui, ce niveau maximum est lié à quoi? Il y a un niveau maximum. Personne ne le connaît. Il est lié à quoi? Bah, il va être lié à la quantité d'agression au tissu pulmonaire et puis on verra après aussi au niveau du cerveau, puisque la crise hyperoxique, on le verra plus tard, est liée au radicaux libre d'oxygène. Celui qui a atteint sa crise hyperoxique, bah, on sait qu'il a atteint le taux maximum. Maintenant, on n'a pas de limite connue parce qu'il semblerait que chaque personne soit différente. Et c'est pas une petite différence. On a 2 ou 3 études qui ont été faites, notamment une dernière étude qui a été faite pour évaluer la toxicité de l'oxygène, qui a été faite en 2014 si je me trompe pas, où ils ont essayé de mesurer les taux d'oxygène et de radicaux libres d'oxygène et d'azote, qu'on va découvrir juste après, pour essayer de voir s'il y avait un lien entre les taux et puis les toxicités. Et ils ont eu un semblant de réponse, mais malheureusement pas totalement évident. Donc oui, on sait qu'il y a un niveau maximum. On ne sait pas s'il y a un niveau maximum qui concerne tout le monde, si on peut s'y habituer et donc tolérer plus. Donc on va retourner sur l'allégorie du plongeur qui crée du dégât dans la palanquée. Donc on a notre radicaux libre, c'est notre plongeur paniqué qui commence à secouer tout le monde. C'est juste, et du coup on peut avancer pour voir son copain. Le radical libre d'azote, et comme vous le savez, les gaz qu'on respire sont principalement de l'oxygène et de l'azote. Et on va voir que lui, il est pas cool non plus. Donc le radical libre d'azote, pour ceux qui lisent des articles, Reactive Nitrogen Species, RNS, cette fois-ci dans les articles, il est dérivé d'un produit qu'on a déjà vu tout à l'heure comme étant normal, le NO, qui est l'oxyde nitrique, et qui est en fait c'est plus complexe que ça, mais on peut le considérer comme un calmant pour le corps. Il va calmer principalement au niveau des vaisseaux, il va faire des vasodilatations, des relaxations. Il est physiologique dans le corps humain, il est tout à fait normal d'en trouver. Et puis le problème, c'est qu'il est chargé avec un oxygène, qui est un oxygène qui est théoriquement instable. Alors il est normal dans cet état-là dans le corps humain. Seulement, quand on le fait rencontrer un oxygène encore plus instable, un radical libre d'oxygène, il va avoir cette forme chimique là qu'on retrouve dans l'équation, qui est du NO3-. Et donc cette fois-ci, un azote qui devait avoir un seul oxygène se retrouve chargé avec 2 oxygènes de plus, extrêmement instable. Donc il va augmenter le niveau d'agressivité qui était déjà présent à cause des radicaux libres d'oxygène. Puis vu qu'on le respire, on se le rajoute en permanence. Donc si on revient avec nos plongeurs, le radical libre d'azote, c'est comme un plongeur qui veut aider. Il est là pour calmer les choses. Mais en fait, quand il vient rencontrer le plongeur paniqué, il devient encore pire, puis il devient lui-même un fauteur de troubles. Le plongeur qui voulait à la base aider parce qu'il est fait pour sauver, pour calmer, sous l'effet de l'oxygène et de la pression, il se transforme en casseur, tout comme l'oxygène, et donc il va augmenter nos problèmes. Donc le problème n'est pas uniquement lié à l'oxygène lui-même, il est aussi lié à l'azote qui va se retrouver sous forme de radical libre d'azote. Est-ce que c'est tout bon? Pour moi, c'est clair. Est-ce que c'est le gaz que tu respires chez le dentiste? Oui et non, ça a un peu changé. Alors je sais pas comment vous faites aux États-Unis, cela dit. En Suisse, on utilise de l'azote uniquement chez les enfants pour faire des sédations. C'est une forme un tout petit peu différente, mais oui, c'est ce qu'on utilise parce que c'est effectivement un calmant neurologique et vasculaire. Comment tu sais ça, Arnaud? Et donc ça nous amène à La fibrose pulmonaire. Comme on disait tout à l'heure, fibrose pulmonaire, c'est un terme qui est médical, mais en gros, ça veut dire cicatrice chronique.
Ce qu'il faut s'imaginer, donc on a la cellule et la tomate en dessous pour voir la différence, comme ça on voit visuellement à quoi ça peut ressembler. Une cellule normale qui est attaquée par des radicaux libres, elle va s'oxyder et elle va devenir toute brune, toute moche, puis finir par mourir. Et si on prend la tomate en dessous, c'est exactement ce qui se passe. C'est une oxydation de la tomate qui va petit à petit l'amener à la mort. Et pour ceux qui ont de la peine à voir la tomate, je te laisse passer à la dia suivante. C'est la La bouteille bouteille. bourrée. Alors heureusement, on n'arrive pas à des poumons rouillés, mais le principe c'est le même. Mais pour anecdote, c'est ce dont parlait Cousteau, si on avait vu ensemble sur le Discord il y a quelques années, et on pourrait le revoir d'ailleurs à l'occasion si vous voulez qu'on regarde Cousteau qui fait péter des requins avec de la dynamite. Mais c'est ce dont il parlait lorsqu'il descendait à plus de 60 mètres, où il descendait d'ailleurs à l'époque quasiment juste avec un profondimètre, voire au talent. Et il parlait du moment où l'air avait un goût de métal dans la bouche. Et ce goût de métal était en partie dû à l'oxydation des poumons. En tout cas, c'est ce que l'on m'avait expliqué à l'époque. Ça te semble cohérent ou pas? Alors, le goût de métal va pas forcément être lié à l'oxydation des poumons lui-même, mais à l'oxydation du système nerveux finalement. Parce que le poumon, lui, n'a pas de senseur de goût. C'est le goût, il vient de la langue, il vient de la bouche. Et puis cette sensation métallique, ça peut être lié à ça. Est-ce qu'il y a aussi un lien sur le système nerveux du poumon? Je t'avoue que je ne saurais pas répondre. Mais donc, ça nous amène sur le système nerveux. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce que là, maintenant, on va parler du système nerveux. L'oxygène a un goût. Ouais, mais il a un goût de métal. Moi, j'ai pas l'impression que l'oxygène ait un goût de métal, Arnaud. Pour avoir fait quelques respirations d'oxy, moi, je trouve que l'oxygène, ça sèche la gorge. Je trouve l'oxygène irritant, mais j'ai pas trouvé de goût. Parce que ce qui est marrant en plongée, c'est quand tu changes, tu passes d'air à oxygène, tu sens effectivement qu'il y a une différence dans le gaz quand tu le respires. Tu sens qu'il y a un truc, mais c'est vrai que j'aurais pas dit que j'arrive à définir quel goût c'est. Arnaud, faudra qu'on te fasse un petit blender avec un petit 100%, un 50%, un 30%, et puis on te les passe et tu dois deviner lequel, qu'est-ce qui est quoi. Peut-être que tu arrives à faire la différence entre un trimix. Je pense qu'on peut faire facilement la différence entre un trimix et avec l'oxygène aussi, sûrement. J'en suis pas encore là. T'as plus d'expérience que moi, Arnaud, ou Cynix que moi là-dedans. Je te crois, mais j'en suis pas là. Du coup, oxydation peut-être des neurones, tu disais, c'est bien ça? C'est ce qui va venir maintenant, oui. Allons-y alors. Parce qu'après, je vais appuyer sur la petite flèche. Alors, le neurone. Avant d'arriver aux conséquences des gaz sur les neurones, il faut juste se rappeler un tout petit peu l'anatomie d'un neurone. Le cerveau, c'est un paquet de neurones connectés entre eux. Le neurone, on voit sur la gauche le corps de la cellule, là où l'activité principale se passe, toute la gestion de la cellule. Les dendrites qu'on voit autour, les petites connexions autour du corps de la cellule, ça c'est là où les communications vont arriver depuis l'extérieur. Et puis l'axone, la longue partie qui part vers la droite, qui est par là que le neurone va lui transmettre ses informations au neurone suivant beaucoup plus long. Ça peut être soit juste, enfin cela dit, ça peut être soit juste à côté, ou si on pense aux neurones les plus longs, ils partent du milieu du cerveau et puis ils descendent jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Donc on peut avoir des axones très très longs. Ça, c'est un rappel de biologie pour ceux qui se souviennent encore des cours de l'école. Moi, j'ai vu ça pendant les cours du DE, mais à l'école, je me souviens pas d'avoir vu des axomes ou de la gaine de myéline. D'ailleurs, qu'on verra plus tard sur la narcose. Oui, exactement. Et donc, comment fonctionne le neurone? Donc là, on a un petit zoom sur la partie en bas, au milieu de la connexion entre le violet et le vert. Ce qu'on voit ici, donc en violet, c'est l'extrémité de l'axone, finalement, de la longue partie du premier neurone qui communique, qui arrive au contact avec une partie du neurone vert. Et puis, on voit des petites boules à l'intérieur. Et puis, on a des petites boules à l'intérieur qui sont remplies de produits, là, ils sont dessinés en rose en l'occurrence, qu'on va appeler des neurotransmetteurs. Alors, le neurotransmetteur, c'est un produit chimique qui est produit à ces niveaux-là, qui est envoyé de l'un vers l'autre, et puis quand il arrive sur l'autre, sur le vert, déclencher une réaction qui en fait est le signal qui se transmet de l'un à l'autre. Quand on a une montée d'adrénaline, le stress qui monte, le cœur qui s'accélère, etc., c'est le neurotransmetteur adrénaline qui est relâché, et d'autres qui sont des neurotransmetteurs excitateurs,
qui sont relâchés, qui font que toutes les cellules se mettent à communiquer de façon très importante et puis activent notre système à 100%, notre système de combat, notre système de fuite ou notre système de danger. Donc ça, c'est C'est pour très le clair. fonctionnement de base. Et Et nos en radicaux libres vont réalité, aller là-dedans. c'est là qu'ils vont attaquer. Les radicaux libres, autant ceux d'oxygène que ceux d'azote, ont la capacité d'aller provoquer ces petites boules là, ces petites réserves dans le premier neurone. Ils vont provoquer le relâchement de toutes ces boules. Pour les connaisseurs, c'est ce qu'on appelle l'exocytose. Ben, ils vont la provoquer, l'accélérer et l'envoyer en grande quantité. Et puis quand on a un neurone qui reçoit ça en grande quantité, bah lui, son truc c'est, oups, je reçois un signal, je le balance plus loin. Sauf que bah, il va le balancer, il en reçoit tellement qu'il en balance il va balancer tout ce qu'il peut. Donc il en balance encore plus. Puis après, c'est une réaction en chaîne exponentielle à travers tout le système nerveux que l'on va appeler plus tard la crise hyperoxique qui va jusqu'à l'épilepsie. Donc c'est vraiment les radicaux libres qui vont de façon concentrée aller provoquer le relâchement de ces communications, de ces communicateurs, de ces neurotransmetteurs et qui vont déclencher la réaction en chaîne dans le corps humain. D'accord, et donc la crise d'épilepsie, c'est la réponse à le téléphone arabe d'urgence où tout le monde, chaque neurone envoie un message saturé au neurone suivant et puis ça finit par remonter au cerveau et pour C'est redescendre dans le totalement corps. juste. Enfin, C'est totalement juste. Alors en l'occurrence, voilà, c'est pas que ça remonte au cerveau, c'est que ça part du cerveau, mais c'est exactement ça qui se passe. donc en fait, on a une saturation qui s'accumule, enfin une saturation, une sorte de bruit numérique, enfin, de qui Bruit va sous le électrique. corps, bruit électrique, ouais, et qui finit par bah, la crise d'épilepsie. Ce qui est finalement assez logique, si tu satures tous les muscles, tous les organes d'information, en fait, ça fait sens. Moi, je ne l'avais pas compris aussi loin, tu vois. Encore une fois, médicaux, et je pense que là, tous, on peut te remercier tout de suite dans le chat. Je n'avais pas compris la causalité. Tu vois, tu viens de me donner la causalité une causalité logique. Les radicaux libres, effectivement, c'est l'effet que ça va avoir sur les neurotransmetteurs. Et si tu balances tout ce qu'il y a au niveau des neurotransmetteurs, on va avoir un signal perturbé sur l'intégralité du corps qui mène à une crise d'épilepsie. C'est exactement ça. Et puis, pour ceux qui prennent du méthylphénidate, on en avait parlé cette semaine sur le Discord, il est censé augmenter ce relâchement de neurotransmetteurs. Et puis, on se demandait du coup si les radicaux libres vont empirer l'effet. Mais il semblerait que le fait qu'ils soient chroniquement soumis à ce genre de choses, en fait, ils en soient un petit peu protégés d'après la dernière étude qui a été publiée en 2024. Donc, on aurait peut-être trouvé pour Arnaud un moyen de euh, truander un peu le Ross. On peut voir ça comme ça. Et donc, bah, ça, c'est la suite logique, ok, de ce qu'on a compris. Au niveau du cerveau, on va avoir cette saturation d'informations des neurones qui va être ensuite. Et puis, du coup, la crise épileptique, bah, c'est tous les neurones qui sont sursaturés, qui envoient des signaux d'activité maximale à tout le monde. Et puis, bah, finalement, l'épilepsie, c'est rien d'autre que les muscles qui font un spasme généralisé tous en même temps, si on veut. Plus toutes les autres fonctions du corps qui peuvent être atteintes. Mais c'est juste ça qui se passe. C'est qu'au niveau central, on a déclenché l'activation chez tout le monde en même temps. J'ai une question par rapport aux crises d'épilepsie. Euh, est-ce que ce sont tous les organes qui sont touchés ou alors uniquement les organes qui sont contrôlés directement par le cerveau et pas les organes automatiques comme le cœur ou qui peuvent se stopper? Tu peux faire un arrêt cardiaque à cause d'une crise? Alors, normalement pas. Tu vas pas avoir un arrêt cardiaque, tu vas avoir une activation, tu vas avoir un stress, donc qui va faire le cœur qui s'accélère, tu vas avoir une tension qui augmente, une hypertension. L'arrêt cardiaque sur une crise d'épilepsie, en général, il va plutôt être à cause d'une crise trop longue, avec les muscles de la respiration qui sont atteints également. Du coup, on respire plus, et puis on fait un arrêt Hmm. cardiaque par manque d'oxygène, et non pas par épilepsie du cœur. Ouais, comme avec l'œdème pulmonaire où la mort de la crise cardiaque est conséquente. Et Idoc me tire le coude pour me rappeler, juste par rapport au méthylphénylate, ça protège de la crise d'épi, mais pas de la toxicité de l'oxygène sur les poumons, si jamais. Petit rappel. Ouais, mais ça se tente, ça se tente. On va pour de la PO2 à 3, tranquille. Ok, Très on peut bien. passer à la dia suivante. Merci beaucoup. Juste avant celle-là, on s'assure que tout le monde est bien. J'avais pas l'intention de piquer les médicaments pour les enfants. Surtout que vu ton gabarit, s'ils sont dosés pour des enfants, ça fait beaucoup de médicaments, Arnaud. Mais est-ce que vous avez des questions, les amis? Ou est-ce qu'on est bien? Là, vraiment, moi, je me régale. Et Merci à vous Arnaud, on te tous. garde à l'œil parce que ce que tu dis.
Oui, entre l'azote des enfants et puis ensuite les méthylphénidates, on est mal parti, hein. Heureusement qu'ils prennent pas l'alcool. On plaisante évidemment, on plaisante. Arnaud qu'on adore. Voilà, du coup, sur cette diapositive, ce qu'on retrouve, donc, ce sera les symptômes de la crise hyperoxique. Je les rappelle un tout petit peu parce qu'ils sont un tout petit peu troubles là sur la présentation. Donc, les symptômes précoces, l'irritabilité, la confusion, l'agitation, les troubles visuels, le tinnitus, en termes moins médicaux, c'est le bourdonnement dans les oreilles, et puis les vertiges. Si vous commencez à sentir ça, c'est un signe que rien ne va, il faut monter. À savoir Le- que c'est facilement réversible. Donc, montez vite en sécurité, mais prenez 5 mètres, prenez 5 à 7 mètres, ce sera déjà suffisant pour enrayer le début de la crise. le, le trouble visuel et notamment l'effet de tunnel, c'est quelque chose par différentes Ok. personnes qui s'en sont collées. Ouais, exactement. Les symptômes modérés, donc ça va être des contractions musculaires involontaires, des spasmes. Si c'est localisé, je me souviens de la présentation qu'il y a eu il y a quelques semaines où il parlait de spasmes de tout le dos. Euh, Bah, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on peut encore réagir vite, ou tenter de réagir vite. L'étape suivante dans les symptômes modérés, c'est la confusion, la désorientation. Là, ça devient gênant parce qu'on ne sait plus comment réagir, on comprend plus ce qui se passe, c'est juste que ça se passe et c'est tout. Et puis les sensations d'étouffement parce qu'on va avoir des spasmes au niveau des muscles respiratoires. Donc si vous sentez ça, montez en urgence, prenez 10 mètres en gardant vos 9 mètres minutes parce que de toute façon, chaque mètre que vous allez prendre, vous allez améliorer les symptômes puisque vous allez diminuer la concentration de l'oxygène puisque la pression partielle diminue. Donc prenez 10 mètres en gardant les 9 mètres minutes, mais prenez-les. Et puis, la dernière stade, ce sera les convulsions, l'épilepsie, la perte de connaissance, en général due à l'hypoxie, au manque, à l'arrêt, parce qu'on respire plus. Et puis, l'arrêt respiratoire, ça c'est la crise dure tellement longtemps qu'on n'a plus assez d'oxygène, et puis on ne apporte plus d'oxygène au cœur, donc l'arrêt cardiaque respiratoire. C'est très rare quand même dans ce genre de cas. En général, ça dure pas aussi longtemps, sauf quelqu'un qui se retrouve à couler parce qu'on ne l'a pas vu, et puis malheureusement, il gagne en profondeur. Mais en général, on meurt de noyade. Avais-tu été là lorsque nous avons nous avons eu un invité qui nous a justement parlé de sa crise hyperoxique? J'ai pu profiter de toute la présentation, ouais. Je vais en faire à nouveau une vidéo montée, c'est juste que je n'ai pas eu le temps, mais j'en ferai. C'est très instructif et j'avais beaucoup aimé sa partie sur l'analyse d'incident. C'est vraiment très intéressant. Comment analyser son propre accident pour que ça n'arrive plus. Oui, Sur la prochaine diapositive, on arrive donc à un petit résumé de l'oxygène hyperbare. Pour rappeler jusque-là, ce qu'on a eu, c'est les radicaux libres d'oxygène, les radicaux libres d'azote, on a vu comment ils se forment, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, qui vont provoquer des agressions pulmonaires, donc une fibrose pulmonaire, une cicatrice chronique, et puis une libération de neurotransmetteurs excitateurs. Pour les adeptes de la biologie, je vous ai mis la liste de ceux qui sont concernés, qui vont faire une hyperexcitabilité neurologique, et donc la crise hyperoxique, l'épilepsie, et malheureusement après la noyade si on ne remonte pas la personne assez vite. Si, oxygène, et il y a un deuxième tableau que j'aime beaucoup qui. Je ne vois Exactement. pas de questions. Bonne soirée, trappeur canadien. Il y aura un replay. Là, depuis tout à l'heure, je m'assure qu'il n'y ait pas de problème au niveau du son. Donc, ça enregistre bien. D'ailleurs, Médico, je te remercie à nouveau de ces émissions, du bon contenu après. Et donc, le tableau qui va suivre après est très, très intéressant. Pour ceux qui doivent partir plus tôt, comme la dernière fois, la présentation sera disponible ensuite sur le Discord. Voilà. Et le replay sera disponible dans sa version longue, sûrement d'1 h 30. Et j'essaierai de faire une version un petit peu. Alors, ça c'est le tableau d'exposition à l'oxygène. Je sais qu'il peut y en avoir de multiples variations. Je sais que les chiffres sont pas tous les mêmes partout. J'ai essayé de réutiliser ou de prendre des chiffres plus ou moins l'on peut retrouver chez tout le monde, dans toutes les différentes recommandations internet d'articles médicaux ou bien les différentes sociétés de plongée. Ça nous donne à peu près ça, donc 10% d'oxygène, une PPO2 à 0,1. C'est les minimums. Oui. Juste au cas où, je me permets juste, parce qu'on a différents niveaux, est-ce que là dans le chat tout le monde sait ce que la PPO, parce qu'on parle de ça comme une évidence, pour les niveaux 1 ou les niveaux 2 qui n'auraient pas forcément fait de cours de nitrox, la PPO, c'est ce qu'on appelle la pression partielle, et là en l'occurrence O2, la pression partielle d'oxygène. Donc la pression partielle, ça va être la densité du gaz à une profondeur et une pression donnée. D'une façon toute bête, à
1 bar de pression, c'est-à-dire à pression atmosphérique, nous avons 0,21% d'oxygène, soit une pression 21% d'oxygène, soit une pression de 0,20 ppO2, et nous avons, on va arrondir de façon barbare, 79% d'azote, 79 de ppN2. Et donc c'est ça la ppO2, lorsqu'elle baisse ou lorsqu'elle monte, elle va avoir un effet. Et lorsque l'on va la diminuer, on va recevoir moins d'oxygène. Lorsqu'on va l'augmenter, on va recevoir plus d'oxygène qui va impacter. Là, c'est ce que va nous expliquer Médico. Mais je voulais juste m'assurer que ce point était bien. Si on prend une ppO2 de 0,21, ça veut dire 21%, donc c'est 21% d'oxygène. Donc en fait, c'est C'est de l'air qu'on l'air. respire à la surface. Le minimum vital, c'est 10%. ppO2 de 0,1. Ça veut pas dire qu'on est conscient, ça veut seulement dire qu'on est en vie. En dessous, on décède parce qu'on n'a plus assez d'oxygène. 0,12, 12%, c'est le minimum pour maintenir la conscience. 0,16, c'est le seuil hypoxique recommandé en plongée, parce qu'en dessous, on est conscient, mais ça ne veut pas dire qu'on est apte à agir. 0,21, donc 21%, c'est le niveau normal d'oxygène. Ensuite, on a 0,5 ou 50%. La ppO2 de 0,5, c'est le niveau qu'on a pu déterminer où on sait que la toxicité pulmonaire débute. C'est pour ça que souvent les tables de recommandation qu'on peut trouver commencent avec des ppO2 de 0,55 ou de 0,50, parce qu'on sait que c'est là que ça commence. On verra après ce que c'est que ces tables et comment ça s'utilise plus ou moins. 1.2, c'est le début des effets toxiques cérébraux. On sait qu'il y a des effets toxiques au niveau pulmonaire avérés si on est exposé pendant plus de 3 heures à une ppO2 de 1.2. De nouveau, je rappelle aux plongeurs CCR que ces choses-là sont relativement débattues. En l'occurrence, il y a une remise en question profonde depuis une dizaine d'années, mais là on reste sur des normes sécuritaires concernant tout le monde et surtout le no-déco et la plongée récréative. Le 1.6, c'est prouvé dans la littérature médicale que c'est le seuil où on a documenté les premières pertes de conscience dans l'accidentologie liées à la toxicité cérébrale à l'oxygène. Aussi pour cette raison que dans le monde RSTC, le 1.6 est utilisé en déco uniquement parce qu'on est en repos, on consomme peu d'oxygène, on le fait peu circuler, on n'est pas en travail. Et puis le 1.4 en plongée justement pour ne pas atteindre ces 1.6. C'est là-dessus que la norme a été fixée. 1.6 à 1.75 de ppO2, on a les risques de crise hyperoxique dans la population générale si on est exposé pendant plus de 10 minutes. C'est là où justement on se rend compte qu'il y a peut-être des petites variations justement chez les plongeurs qui sont exposés fréquemment, parce que on ne voit pas quand même autant de gens que ça qui font des crises hyperoxiques alors qu'on fait des décos à 1.6 ou qu'on a des plongeurs en France qui descendent en faisant de l'effort à 1.6 et qui restent parfois 5-10 minutes au fond. Malgré tout, les expositions à 1.6 sont assez courtes puisqu'ils remontent en général ou plus tard après 15 minutes. Rares sont ceux qui s'amusent plus longtemps. Donc il y a peut-être une notion d'habituation à ce genre de choses, mais qu'on n'a pas pu prouver. Et puis aussi, on ne sait pas pourquoi. Des fois, des gens semblaient le supporter pendant des années, et puis tout à coup, ils font des crises hyperoxiques avec du 1.5, du 1.4, voire même du 1.3. Donc des limites quand même avec lesquelles il faut être prudent. Entre 1.76 et 2.8, c'est la tolérance maximale pour les plongeurs militaires entraînés. On ne sait pas trop si c'est parce qu'ils sont entraînés qu'ils le supportent, ou bien s'ils ont été testés au début en le supportant, et donc on les a pris comme plongeurs militaires. Ça, c'est assez flou suivant quelle source on cherche. Je voudrais juste prendre une seconde pour Oui. comment il faut comprendre une PPO de 1. Ça va être... C'est la pression partielle, elle est due elle est due à la pression à laquelle tu es. En fait, il y a ça vient de la loi de Dalton, qui est la loi de la compressibilité des gaz. Si tu as 21% donné dans un volume fixe, si tu augmentes la pression ou si tu diminues la pression dans ta bouteille, ce pourcentage de gaz ne changera pas. Le pourcentage de gaz ne changera pas, ça va être la pression partielle qui va changer. Donc tu auras toujours proportionnellement 21% d'oxygène, mais vu que tu vas respirer un gaz qui a une pression, disons, 2 fois plus importante, ouais, on va expliquer en utilisant la pression. Excuse-moi, je refais. Les gaz, tu ne vas pas pouvoir modifier le pourcentage d'un gaz. S'il y a 21% d'oxygène et 79% d'azote, il y aura toujours 21% d'oxygène et 79% d'azote, qu'importe la pression. Nous, on parle sur une pression de 1 bar soit à la surface. Si tu descends à 10 mètres, la pression va être de 2 bars. Et donc là, on aura pu
21%, on aura en théorie 42%. C'est un abus de langage. En réalité, on a toujours 21%, mais l'augmentation de la pression, on aura toujours 21%, mais on aura 0,42, donc 2 fois plus d'oxygène et le même équivalent en azote. Excusez-moi, je suis en train de faire une explication en lisant le chat en même temps. C'est assez difficile. J'ai pas prévu de faire un cours là tout de suite, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas descendre, la pression va augmenter. Le mélange, lui, ne va pas changer, mais la densité des gaz, eux, vont augmenter de façon proportionnelle à la pression. Et inversement, quand tu vas monter en altitude, tu vas avoir les mêmes choses. C'est ce qu'explique Arnaud là dans le chat, tu vois. Sur le nitrox de base que j'ai fait, j'ai galéré à bien. Mais c'est vraiment juste ça. Si tu vas à 10 mètres, la pression elle est 2 fois plus élevée parce que tu as... Et donc, tu vas te retrouver non pas à 0,21 de ppO2, mais 0,42 de ppO2. Si tu vas à 20 mètres, la pression va être de 3 bars, donc 3 fois plus élevée. Et là, tu seras à 0,63 de ppO2, etc. À un moment, on va atteindre 1, 1,20, 1,40, 1,60. Tu comprends la logique, Loïs? C'est que tu as 21% d'une certaine pression. 21% de 1 bar, bah, ça fait 0,21. Et puis si tu gardes 21% mais de 2 bars, bah, t'es à 0,42. Je me suis encore fait piéger à expliquer des trucs comme avec Nicolas le plongeur tech parsec quand j'ai 4 écrans autour de moi. Ce que tu veux, de dire qu'on a un équivalent 50% d'oxygène si on est à 0,5 ATA ou PPO2, c'est totalement un abus de langage. C'est pour dire que ce serait l'équivalent de si on est à la surface avec 50% d'oxygène. Mais on est d'accord qu'on peut pas être à la surface avec 120% d'oxygène. D'où l'abus de langage complet. Moi, j'aimerais vous y voir un jour, hein. Je t'avais dit qu'il y aurait des vengeances ce soir. Ouais, mais c'est pas grave. C'est de bonne guerre, ça me fait réviser aussi de toute façon. Je vais devoir l'enseigner dans pas longtemps. Et Un puis, jour d'ailleurs, on fera un cours sur le triangle de Dalton. Mais bon, tout ça pour dire que l'oxygène c'est bien, mais pas dans n'importe quelle pression partielle. Et puis, pour les dernières lignes du tableau, c'est la pression partielle à 2,8. Alors là, clairement, c'est totalement inévitable. On n'a jamais vu quelqu'un se sortir d'une pression partielle de 2,8 sans avoir une crise hyperoxique. Il y en a beaucoup qui ont essayé du coup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont essayé, il y en a plus par accidentologie, des gens qui ont glissé et qui se sont retrouvés et qu'on a pu documenter comme ça, mais pas de gens qui ont essayé de s'y exposer. Même en caisson hyperbare. Alors là, tu me poses une colle. C'est ce que j'ai prévu de préparer pour bientôt, mais je n'ai pas encore correctement étudié pour te répondre. J'ai justement trouvé une chambre hyperbare et je cherche des volontaires. D'ailleurs, je suis en Suisse. Est-ce que ça vous parle, Bullman? Attends, rigole pas trop, parce que dans une ville pas très loin de là où j'habite, ils ont un caisson hyperbare pour faire des traitements de rajeunissement et de gain d'énergie. Donc il y a des gens qui vont se faire des traitements en caisson hyperbare pour se sentir mieux à la sortie. Alors, mais c'est très bon pour les cicatrisations des grands brûlés. Oui, mais là c'est vraiment des gens qui veulent juste se sentir plus beau à la sortie, quoi. Ah, Sinon, c'est bien, comme ça fait construire des caissons, ça nous permet d'avoir des caissons. Mais même pas, c'est un truc privé. On peut y accéder vraiment en extrême urgence, on peut tenter de demander l'accès, mais sinon c'est un truc privé. Par contre, je me demande combien ils payent. Enfin, bref. Bon, Alors, ensuite, donc on a parlé de cette toxicité de l'oxygène. Là, on a un bon gros pavé et puis un deuxième qui arrive juste après. On arrive avec la notion d'OTU, qu'on voit tous dans nos planificateurs, ordinateurs, etc. Qu'est-ce que c'est que l'OTU? C'est une unité de mesure de l'exposition à l'oxygène. Ça veut dire, on vous expose à de l'oxygène, et puis on va essayer de mesurer ce que c'est que cette exposition. Ça a été créé en 1970, si je ne me trompe pas. Le but étant d'essayer de comparer l'exposition de plusieurs plongeurs pour établir une sorte de norme, voir qu'est-ce qu'il ne faut pas dépasser. Donc un OTU, c'est 1 minute sous 100% d'oxygène à 1 bar. Donc 1 minute sous oxygène 100% à la surface. On va simplifier, il y a plusieurs autres formes de calcul après, qui étaient arrivées avant, qui sont modifiées après, enfin bref, simplifions. Le but, mesurer l'exposition pulmonaire à l'oxygène, donc comme on disait, et ça c'est important dans le temps. Parce que la toxicité, elle dépend de la pression partielle, la PPO2 qu'on a vu dans le tableau précédent, et de la durée d'exposition. C'est pour ça que si on repense au live d'accidentologie qu'il y a eu il n'y a pas longtemps sur la crise hyperoxique, en réalité il respirait déjà son gaz depuis un petit moment. Et la crise est arrivée plus tard.
parce que il y a eu l'exposition et il y a eu le temps qui a joué aussi. Les OTU s'accumulent sur les jours consécutifs. De nouveau, attention, on ne parle pas d'un truc réel qui s'accumule, c'est une notion abstraite, mathématique, qu'on a essayé de mettre en place pour limiter les dangers de l'exposition à l'oxygène. Et il faut 24 heures sans exposition continue pour se réinitialiser. J'ai testé d'ailleurs avec la montre Garmin, parce que j'ai été plongé hier avec un Nitrox 40, et puis c'est effectivement pile 24 heures après qu'elle a réinitialisé les OTU. Avec 24 heures sans exposition, évidemment. Ça a été Plonges avec développé. laquelle, toi? Moi j'ai la G2. Je suis pas assez riche pour avoir la MK3. Ça a été développé en Pennsylvanie au Naval Medical Research. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais mettre les articles aussi plus tard. Et puis, c'est utilisé au niveau mondial. Pour le coup, il n'y a pas de différence. Toutes les sociétés de plongée du monde l'utilisent, y compris la 2F, pour adapter les recommandations d'exposition à l'oxygène en plongée, au travail, parce qu'il y a des gens qui travaillent soit en milieu hyperbare en plongée, soit en milieu hyperbare pour creuser des tunnels, où ils se mettent dans des chambres hyperbares avec les foreuses, et également dans des traitements hyperbares. Alors les OTU, c'est la chose qui est fortement critiquée aujourd'hui, enfin critiquée depuis longtemps, mais malheureusement personne n'a réussi à établir une meilleure réponse, une meilleure proposition. C'est pour ça qu'on les garde. On sait qu'ils sont ultra conservateurs, on sait que les plongeurs CCR extrêmes qui vont faire des plongées avec 12 heures de plongée et des décompressions ultra folles, Ah bah, on sait qu'ils les méniscus. explosent. Ouais, exactement. Et pourtant, ils ressortent pas avec des poumons complètement fibrosés, inutilisables jusqu'à la fin de leur vie. Alors on ne sait pas encore quelles sont les conséquences long terme de ces plongées, mais en tout cas, ils semblent pas être complètement démontés. Est-ce que c'est parce qu'ils y sont plus habitués, ou est-ce que c'est simplement qu'on n'a pas encore compris exactement toutes les implications et surtout comment mesurer les implications de l'oxygène? C'est probablement un petit peu des deux. L'article que je vous enverrai sur le Discord reviendra sur 4 façons différentes de calculer cette exposition à l'oxygène. On va pas en parler maintenant, c'est trop compliqué. Mais en gros, au niveau mondial, on a gardé les OTU parce que c'est le plus sécuritaire parmi toutes les méthodes de calcul qui ont été proposées. Donc vu que personne n'est sûr, on garde le plus sécuritaire de tous. Ensuite, on a le pourcentage de toxicité de l'oxygène pour le cerveau. De façon très synthétique, l'OTU c'est pour les poumons et Oui. le CNS ça va être cerveau. C'est les deux parties qui sont agressées, enfin c'est les deux parties de notre corps qui seront Et on va les deux plus importantes. de plus importantes. On va souvent trouver sur internet, dans des forums d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches pour cette présentation, j'ai trouvé beaucoup de forums où on confond les UPDT ou IPTD, je sais plus, et OTU en disant qu'il y en a un, il comprend le poumon et le cerveau, l'autre qui est que le poumon. L'OTU est une évolution de l'UPTD, et donc les deux ne concernent que le poumon, et c'est une évolution de simplification qui finalement ne changeait pas grand-chose sur les normes. Donc pas beaucoup de discussions là autour. L'OTU pour le poumon, le CNS ou SNC qu'on peut voir suivant les programmes qu'on utilise, évolue le risque de toxicité neurologique à l'oxygène. Pareil, donc là on a 100%, c'est risque maximum, qui est recommandé au niveau mondial partout. En France aussi, il n'y a pas de différence là-dessus. Il ne faut pas dépasser 80% de CNS. Le CNS, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'équation qu'on peut voir ici, que je ne connais pas par cœur du tout, avec K qui est une constante et T qui est le temps. De nouveau, on a une exposition en fonction de la PPO2, du temps et d'une certaine constante, à savoir que c'est une exposition exponentielle. Donc, plus on est exposé, plus l'agression est importante, et importante exponentiellement. Donc c'est pas du simple au double, ça peut être du simple au quadruple ou du simple au sextuple, voire plus, suivant à quel niveau on est. On avait dit que les OTU, ils se réinitialisent dans le temps. Il faut 24 heures de plongée sans exposition à de l'oxygène hyperbare pour que le poumon se répare et qu'on puisse donc repartir à zéro sur les OTU. Ça, là-dessus, on est tous plus ou moins sûrs, tout le monde a pu définir la même chose. Et puis, pour le CNS, c'est beaucoup plus rapide, en 2 heures environ, suivant l'exposition, sur les choses, mais en gros, en 2 heures, on est reparti à zéro. Ça a été développé au même endroit, et puis c'est utilisé, donc, comme je disais déjà avant, au niveau mondial, même chose, pour ce qui est de la plongée, du travail en oxygène hyperbare, et puis des traitements hyperbares. Ensuite, on va sur les tables. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on regarde quelques tables? Et le CNS pour les plongées de plusieurs heures, il y a des risques, comment ils font? Ça fait partie des choses qui sont justement remises en question partiellement.
c'est que les CNS, typiquement des plongeurs CCR qui ont fait des plongeurs de 8 et 12 heures, on a pu calculer des CNS de 150, 180, je crois que j'en ai même vu un de Ah, même plus. 225%. Xavier de Minuscule, je crois. Ouais, il me semble que c'est lui que j'ai vu justement. Puis après, il te dit, Alors, de nouveau, c'est une chose qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est le fait d'y être exposé très fréquemment et progressivement, parce que finalement, la plongée, on a tous été très progressif. Est-ce que le corps s'y habitue? Un peu comme si on reprend l'exemple du méthylphénidate tout à l'heure, ce médicament qui est fait pour libérer les neurotransmetteurs, puis on pourrait croire que du coup il va empirer le problème, en fait il le protège. Est-ce que ces gens sont exposés tellement de façon régulière et importante que du coup progressivement le cerveau lui se protège de ça ou il essaie de se protéger de ça et puis du coup c'est un facteur protecteur pour eux. Ce qui est sûr, c'est que pour quelqu'un de non habitué, on sait que ce niveau il est toxique à partir de 100%. On a pu le mettre en évidence. Mais on n'arrive pas totalement à expliquer pourquoi certains n'y sont pas soumis. Et semblerait-il, plus on expérimenté, moins on y est soumis. Mais ne jouez pas à vous tester pour voir si vous êtes soumis ou pas, parce que si vous êtes soumis, c'est trop tard en général. c'est toujours le grand problème du. Pour savoir si t'es sensible ou pas, faut y aller et si. Ces tableaux, c'est très bien qu'ils soient flous, parce qu'il ne faut pas rentrer dans les détails. Ouais, Ils c'est veulent les juste lire pour dire plus qu'ils tard. existent. Ils Voilà. existent. Ceux qui veulent les lire plus tard pourront. En gros, sur le tableau de gauche, c'est comment calculer les OTU en fonction du coefficient par rapport à la PPO2. Et puis sur le tableau de droite, c'est le nombre d'OTU maximum par jour et par plongée qu'il ne faut pas dépasser, et également par jour consécutif. Pour ceux qui s'y intéressent et qui liront ça prochainement, je sais que pour vos examens en France, c'est important de le connaître et de pouvoir le ressortir. Mais ne vous inquiétez pas, tant que vous restez en plongée no déco, même avec du nitrox 40% à 1,6 bar, que je ne recommande absolument pas, mais que vous pourrez faire, vous ne dépasserez pas les normes d'OTU maximales, c'est quasiment impossible. Sauf si vous partez avec des billes 40 litres et que vous restez à 6 mètres et que du coup il n'y a pas de déco, mais bon. Ces normes OTU, elles ont été fixées par la NOAA, donc juste pour décrire rapidement ce que c'est, la NOAA c'est la National Oceanic and Atmospheric Administration, donc c'est une organisation gouvernementale américaine qui a pour but de réguler la recherche scientifique et océanographique et atmosphérique aux États-Unis et qui définit également les recommandations civiles de sécurité en plongée. C'est eux qui ont posé donc ces normes d'exposition aux États-Unis et qui sont ensuite admises partout. J'ai été fouillé dans les quelques pamphlets de la FFESM que j'ai pu trouver sur Internet. C'est les mêmes normes OTU, il n'y a pas de différence. Sur le suivant, on va trouver donc le tableau du CNS. Pareil, lisez-le tranquillement si ça vous intéresse. Pour vos cours, je pense que vous serez obligé de le lire. Je suis désolé, celui-là vient de SSI parce que c'est mon école et que du coup, je pouvais le trouver facilement, mais je sais que les normes d'exposition maximale sont les mêmes chez tout le monde. Donc là, en fonction, tout à gauche, de la PPO2, on a un temps d'exposition maximum par plongée, puis par 24 heures, et puis sur le reste du tableau, ça nous permet de définir ce pourcentage en fonction du temps de plongée à une certaine profondeur, à une certaine PPO2, pardon. Tout ça, c'est bien de le comprendre. Pour vos examens, je crois que c'est bien de le connaître, le principe de fonctionnement. Maintenant, ce serait dommage de ne pas plonger avec un ordinateur de plongée de nos jours, ça coûte pas cher. Et puis en fait, ces choses-là sont toutes enregistrées dans les ordinateurs de plongée, même si on n'est pas dans du super tech super cher. Donc utilisez ces données-là pour pouvoir mesurer vos expositions en plongée. Et puis sinon, il y a toujours Subsurface qui est gratuit quand vous faites vos planifications de plongée. Il vous donne déjà les OTU et les pourcentages CNS que votre plongée va produire. Pour la majorité des plongeurs, vous ne vous rendez pas malade et c'est plusieurs heures avec des gaz spéciaux à des profondeurs. Si vous faites ça, vous allez recevoir un niveau de formation qui vous permet. Il n'y a pas de lacune, et là, pour le coup, que ce soit sur le système C, il n'y a pas de lacune en formation. Là, on vous donne vraiment énormément d'informations. Admettons une PPO2 de 1, si vous restez 60 minutes, 1 heure, bon, bah, ça fait 20%. Enfin, ne tombez pas non plus dans la paranoïa. Je voulais juste rajouter ça. Un peu avec les hélices, donc ça veut dire qu'on est vraiment au maximum à 60 mètres avec de l'air. Il faut rester 20 minutes, même plus, il faut rester 35 minutes au fond pour atteindre des limites à ne pas dépasser. Et personne fait ça sans devoir faire de la déco. Donc... Oui, là on est sur des niveaux de plomb. Je ne fais pas ça. Donc ne vous inquiétez pas. C'est juste vraiment pour aller au maximum de choses. Alors ça, je veux bien que tu m'expliques un peu plus. Alors ça, donc, on est toujours sur les OTU, les CNS, etc. Mais en fait, ce sont les recommandations qui ont été mises en place en temps de plongée par la NOAA sur la gauche, donc la fameuse agence nationale américaine,
Et sur la droite, USN, c'est la United States Navy, donc les Navy américains, la marine américaine. Je vous les ai donnés parce que c'est intéressant de voir les expositions maximales qui sont proposées. On a toujours tendance à dire que les plongeurs militaires s'exposent beaucoup plus. Et c'est intéressant de voir que les recommandations de la marine américaine sont en réalité plus restrictives que les recommandations civiles. Donc c'est un tout petit peu flou le tableau, mais en gros sur la gauche, si on prend une exposition de 1.6 de PPO2, il recommande maximum 45 minutes par plongée et 150 minutes par jour. Et puis si on va sur le tableau de droite, donc celui de la Navy, à 1.6, il recommande maximum 30 minutes de plongée. Donc on a quand même des recommandations Faudrait plus que je strictes. compare. Classe B, pour moi, c'est une voiture allemande. Ouais, non, mais en France, tu as la plongée. Alors, tu as la plongée de l'ouvrage de l'intervention sous-marine, tu vois, genre pied de plomb et tout. Oui. Pied lourd. C'est pas déconnant, Duff. Effectivement, c'est pas lié au fait que les militaires ont sauvé une activité. Et c'est une bonne remarque, Duff. Ouais. Peut-être. C'est tout à fait possible. Faudra qu'on demande à des militaires. Pour moi, c'est tout bon. C'est des tableaux à lire après pour ceux qui sont intéressés. C'est tout. Donc là, là, on a fini l'arc occidental. Bon, bah, tu vois, on est déjà à une. On aurait tout à fait pu faire le triple. Hein. Donc là, on a fini l'arc oxygène et on va continuer parce qu'on est sur les gaz, on a un deuxième gaz inerte. On va voir si le chat suit, quel est le deuxième gaz inerte avec lequel on va être en contact en plongée. Ne réponds pas, toi tu connais déjà la réponse. Correction rapide, l'oxygène n'est pas un gaz inerte. Je le laisserai au montage, promis. Et alors, le chat, pourquoi est-ce que l'oxygène n'est pas un gaz inerte? Comment se rattraper? Bien joué. C'était pour voir si vous suiviez. Il bouscule ce genre de limite. Oui, Alain Forêt, ce serait très intéressant. Alors, donc je vous ai posé deux questions. C'est quoi les autres gaz dont on parle quand on plonge en récréatif? Et pourquoi est-ce que l'oxygène n'est pas un gaz inerte? Laver mon honneur. Alors, Loïs, c'est presque juste. Mais comme on a vu, l'azote fait aussi des réactions. L'oxygène est métabolisé. Merci Cynix. Si encore une fois Argonaute relève le niveau grâce à sa communauté et non pas grâce à lui. C'est un travail d'équipe, les amis. À vous que nous sommes plus forts. Du coup, on va parler de notre ami la narcose. Voilà, j'espère que cette première partie de live vous aura intéressé. Ouais, on fait des lives de 2 heures assez pointus et donc là, c'était la première heure. Le reste est accessible pour tous les contributeurs Tipeee. Donc le lien est en description et je compte sur vous si vous voulez m'aider à produire plus de contenu. J'en profite aussi pour remercier tous les tipeurs qui permettent d'ores et déjà à cette chaîne de vivre et aussi à tous ceux qui sont présents dans le chat et qui permettent de donner de la vie à ce genre d'émission. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour un test de matériel. Et puis comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao!